Le premier soir, Hiromi pleure énormément, prostrée au bout du canapé de Ryu, ou faisant les 100 pas dans son salon, et parle presque autant. Elle parle en pleurant, elle pleure en parlant. Elle cherche à tout prix une explication, remue des souvenirs, traque des indices, échafaude des théories qu'elle renie l'instant d'après en se traitant d'idiote, puis se calfeutre dans des silences qui préludent à d'autres torrents. Ryu se tait le plus souvent, marmonnant son assentiment ou grommelant son désaccord. Quand il n'est vraiment pas d'accord, il développe, mais sobrement. Il pleurera aussi, sans témoin, à l'aurore, les plus faibles prémices du jour le réveillent. Sur le canapé, Hiromi craignait d'être seule, elle dort comme une souche dans sa chambre, et sans bruit. Avant et après, il est en colère. Une colère ardente, dévorante, tout entière dirigée contre ce pauvre Masao, qui volontiers vient se blottir contre le chagrin d'Hiromi pour échapper à sa brûlure. Ses ondes sont plus douces à son âme penaude. Masao se sait dans son droit, il souffrait trop, il n'a qu'à s'en féliciter et, si c'était à refaire, il le referait avec joie, bien qu'autrement peut-être, la pendaison elle-même lui laissait un souvenir médiocre. Mais la rancune de son ami et les insultes dont il l'agonie en pensée, ordinairement sale égoïste ou plus tendrement petit con, lui font passer de mauvais moments. Par exemple, Ryu donnerait tout pour se retrouver devant lui et lui coller une baffe colossale. Chaque fois qu'il imagine la scène, Masao se la prend d'une certaine façon dans la gueule, une certaine façon difficile à décrire, mais pour son âme, indubitable. Ce n'est pas cela qui l'embête, il peut encaisser tous les coups, ça ne lui fait rien du tout. Quant à petit con, ou même sale égoïste, il est le premier à admettre que ce sont de justes définitions, compte tenu du fait que de braves gens tenaient à lui pour d'indémêlables raisons, et qu'il allait nécessairement les faire souffrir en se supprimant. Non, le gênant dans l'affaire, c'est que cette colère le tient en laisse, que ses reproches le clouent dans cette pièce au 28e étage d'une tour d'Akasaka. C'est à peine s'il peut franchir les murs et errer un peu dans les couloirs. Les mâchoires et les poings serrés de Ryu font office de boulets pour le gentil petit fantôme. Il ne vole plus, il rampe. Tout a une consistance de plomb. Tandis que son ami le voue aux gémonies, qu'il maudit son manque de confiance et ce qu'il estime être une trahison, voire une forme de jugement ou de mépris, il reste à la surface des choses, opaque comme auparavant. C'est frustrant quand on a goûté au plaisir de la transe et de l'indifférenciation. Masao attend les crises de déni, heureusement assez fréquentes, comme des occasions de sortie. Quand sa mort paraît un mauvais rêve, il retrouve toute sa mobilité. Il file alors à l'institut médico-légal, où son cadavre prend le frais dans un casier, guettant aux abords du bâtiment la survenue de ses parents qui, depuis leur lointaine province, doivent venir reconnaître le corps. Mais ils sont encore en chemin, il sentirait le plus petit atome de leur présence dans le cas contraire, et il revient en un éclair à l'appartement de Ryu, en espérant que son ami nourrisse à son égard des sentiments moins tyranniques.